Mon frère a épousé ma meilleure amie. Le jour de la naissance de mon neveu, j'ai conduit pendant 12 heures pour le rencontrer. Quand je suis arrivé à l'hôpital, il a dit « Je ne te veux pas près de ma famille. Tu as toujours été une mauvaise influence sur elle. » 2 jours plus tard, l'hôpital m'a appelé « Madame, votre frère a dit que sa sœur millionnaire paierait la facture d'accouchement de 10 000 $. Je m'appelle Luna, j'ai 26 ans, et je suis dans un couloir d'hôpital, regardant mon frère aîné, Hugo, m'empêcher de rencontrer mon neveu pour la première fois. « Tu n'es pas la bienvenue ici, dit-il, la voix froide comme l'hiver. Tu as toujours été une mauvaise influence pour Jade. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti rejeté par votre propre famille. Vous voudrez absolument rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Vous savez ce qu'il y a de drôle avec la famille? Ils vous diront qu'ils vous aiment juste avant de vous briser l'âme. Hugo a toujours été l'enfant chéri. Des notes parfaites, un travail parfait, tout était parfait. Moi, j'étais la pièce rapportée, la sœur qui n'a jamais été à la hauteur de son brillant exemple. Quand nous étions adolescents, Hugo a commencé à sortir avec ma meilleure amie, Jade. Au début, j'ai trouvé ça génial. Mes 2 personnes préférées ensemble. Mais Hugo ne le voyait pas de cette façon. Il me voyait comme une rivale pour l'attention de Jade. Chaque soirée pyjama, chaque soirée entre filles, chaque moment que Jade et moi partagions devenait une menace pour son contrôle. C'est une mauvaise influence, a-t-il dit à nos parents quand j'avais 17 ans. Jade doit se concentrer sur son avenir, pas perdre son temps avec des jeux d'enfants. Ces jeux d'enfants, c'étaient des sessions de révision pour les examens AP et la préparation des dossiers d'inscription à l'université. Mais Hugo m'a dépeinte comme la fauteuse de troubles qui détournait sa petite amie innocente du droit chemin. Nos parents, comme on pouvait s'y attendre, se sont rangés du côté de leur précieux fils. Peut-être devrais-tu leur laisser de l'espace pour que leur relation se développe, a suggéré doucement maman. Papa a simplement hoché la tête comme il le faisait toujours quand Hugo parlait. Alors, j'ai appris à me taire, à me faire plus petite, à ne pas faire de vagues. Hugo a eu ce qu'il voulait et Jade a commencé à s'éloigner de moi. Pas d'un seul coup. Ça aurait été trop évident. Juste une distance progressive, des plans annulés, des appels téléphoniques plus courts jusqu'à ce que nous nous parlions à peine. C'était il y a 8 ans. 8 ans à regarder de loin mon frère contrôler chaque aspect de sa relation. 8 ans à construire ma propre vie à partir de rien parce que personne n'allait me donner quoi que ce soit sur un plateau. Pendant qu'Hugo jouait au petit ami parfait avec l'argent de la famille pour soutenir chacun de ses mouvements, je cumulais 3 emplois pour payer mes études de commerce. Pendant qu'il avait des fêtes de remise de diplômes et des célébrations, je travaillais d'arrache-pied en silence, montant un cabinet de conseil en marketing depuis mon studio. Il s'avère qu'être l'enfant oublié a ses avantages. Personne n'attend grand-chose de vous. Alors, quand vous réussissez, c'est une autre sensation. Mon entreprise génère maintenant des revenus à 7 chiffres par an. Je possède des biens immobiliers dans 3 États. Je n'ai jamais demandé un centime à ma famille, car j'ai appris très tôt que tout a un prix. Mais quand Jade est tombée enceinte, quelque chose a changé en moi. C'était ma chance d'être la tante que je n'avais jamais eue, de briser le cycle de la dysfonction familiale. Quand Hugo m'a appelé pour m'annoncer la grossesse, je lui ai fait une promesse qui allait tout changer. Je veux être là quand le bébé arrivera, lui ai-je dit. Quoi qu'il se soit passé entre nous par le passé, il s'agit de la famille. Hugo a fait une si longue pause que j'ai cru que l'appel avait été coupé. On verra, a-t-il finalement dit. Jade a une grossesse difficile. Elle doit rester calme. Même à ce moment-là, il mettait des barrières. Même à ce moment-là, il se préparait à m'exclure. Mais je pensais, j'espérais, que le fait de devenir tante l'emporterait sur son besoin de tout contrôler. J'avais tort. 3 mois plus tard, quand Jade a commencé le travail, j'ai tenu ma promesse. J'ai vidé mon emploi du temps, j'ai chargé ma voiture de cadeaux pour le bébé et j'ai conduit 12 heures d'affilée à travers 2 États pour arriver à leur hôpital. 12 heures d'excitation, à imaginer tenir mon neveu dans mes bras, à croire que ce moment guérirait les blessures de notre famille, 12 heures de route vers ce que je pensais être un nouveau départ. Au lieu de cela, j'ai trouvé mon frère montant la garde à l'entrée de la maternité comme un videur dans un club exclusif. Et le regard dans ses yeux m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la fin de cette réunion de famille. J'ai conduit 12 heures pour être ici, ai-je réussi à dire malgré le choc. L'expression d'Hugo n'a pas changé.
Personne ne te l'a demandé. Et c'est là que j'ai réalisé que certaines personnes ne veulent pas guérir. Elles veulent le contrôle. Et ma présence menaçait le récit qu'Hugo avait passé des années à construire sur sa petite famille parfaite. Mais parfois, l'univers a un sens de l'humour tordu. Parce que 2 jours plus tard, mon téléphone sonnerait avec un appel qui allait complètement bouleverser le monde soigneusement contrôlé d'Hugo. Le trajet de retour de cet hôpital a été les 12 heures les plus longues de ma vie. Non pas à cause de la distance, mais parce que j'ai passé chaque kilomètre à rejouer des années de dysfonction familiale, me demandant comment j'avais pu être assez naïf pour penser que les choses seraient différentes. On ne devient pas millionnaire par hasard. Cela demande de la stratégie, de la persévérance et le genre de détermination obstinée qui vient du fait d'avoir quelque chose à prouver. Après qu'Hugo a systématiquement détruit mon amitié avec Jade et que mes parents ont décidé que j'étais l'enfant à problème, j'avais 2 choix, m'effondrer ou grimper. J'ai choisi de grimper. Mon cabinet de conseil en marketing a commencé dans mon studio avec un ordinateur portable, un rêve et exactement $247 sur mon compte courant. Mon premier client était une boulangerie locale qui me payait en espèces et en croissants de la veille. Pas exactement glamour, mais c'était à moi. Pendant qu'Hugo profitait des relations familiales et du réseau d'affaires de papa, je faisais du démarchage téléphonique auprès de clients potentiels et j'apprenais chaque aspect du marketing numérique grâce à des vidéos YouTube. Pendant qu'on lui offrait des opportunités, je créais les miennes. La percée est venue lors de ma 3e année d'activité. Une start-up technologique m'a engagé pour refondre entièrement leur image de marque. Ils perdaient de l'argent, avaient une présence terrible sur le marché et leur précédente équipe marketing avait démissionné de façon spectaculaire. L'occasion parfaite pour quelqu'un d'assez désespéré pour travailler 18 heures par jour. 6 mois plus tard, leur chiffre d'affaires avait triplé. Le bouche à oreille se propage vite dans le monde des affaires quand quelqu'un livre ce genre de résultats. Soudain, les entreprises ne se contentaient plus de me rappeler. Elles m'appelaient en premier. À l'âge de 25 ans, mon cabinet comptait 15 employés et des clients dans 4 États. J'ai acheté ma première propriété au comptant juste pour prouver que je le pouvais, puis une 2e, puis une 3e. Le succès a un goût différent quand on le gagne soi-même. Il n'y a pas de culpabilité, pas de conditions, pas d'attente familiale qui vous pèse. Juste la pure satisfaction de savoir que chaque dollar sur votre compte existe parce que vous l'avez fait arriver. Mais l'argent ne comble pas le vide en forme de famille dans votre vie. Quand Hugo m'a appelé pour m'annoncer la grossesse de Jade, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. L'espoir. On va avoir un garçon, a-t-il dit. Et pour une fois, sa voix n'avait pas ce ton de supériorité familier. Jade a peur mais elle est excitée. C'est génial, ai-je répondu, sincèrement. Elle doit accoucher quand? Fin novembre. Le médecin dit que tout semble bien se passer pour l'instant. J'ai pris une grande inspiration, choisissant mes mots avec soin. J'aimerais être là quand il naîtra. Hugo, je veux rencontrer mon neveu. Un silence s'est étiré entre nous. Je pouvais presque l'entendre calculer, peser le pour et le contre de m'inclure dans ce moment. On verra comment Jade se sent à l'approche du terme, a-t-il finalement dit. Les hormones de grossesse rendent les femmes émotives. Elle a besoin de stabilité. Du Hugo tout craché, rejetant la responsabilité sur sa femme enceinte tout en se positionnant comme le protecteur raisonnable. Mais j'ai perçu quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. De l'incertitude. Je comprends, ai-je dit, bien que je comprenne plus qu'il ne le réalisait. Sache juste que je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Un soutien familial, quoi que vous ayez besoin. Une autre pause. On s'en sort très bien, Luna. On n'a besoin de rien. Bien sûr que non. Hugo n'avait jamais eu besoin de rien de moi. Mais les bébés changent les gens. Du moins, c'est ce que j'avais entendu. Peut-être que devenir père adoucirait certains de ces angles vifs. 2 semaines avant la date d'accouchement de Jade, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Luna, c'est Jade. Peux-tu m'appeler? Hugo est au travail. Mes mains tremblaient en composant le numéro. La voix de Jade semblait fatiguée mais chaleureuse quand elle a répondu. Je suis désolée pour tout, a-t-elle dit sans préambule. Je sais qu'Hugo nous a tenus à l'écart toutes ces années. Tu m'as manqué. Ces mots ont fissuré quelque chose dans ma poitrine. Toi aussi, tu m'as manqué. Comment te sens-tu? Énorme, inconfortable et terrifiée, a-t-elle ri, mais excitée.
Luna, je veux que tu rencontres le bébé. J'ai besoin que tu sois là. Tu es sûr? Hugo semblait hésitant quand je lui ai demandé. Hugo est stressé par l'argent ces derniers temps. Il est convaincu que le fait d'avoir de la famille autour me rendra plus anxieuse. Mais tu m'as toujours calmé, même quand on était adolescente. Le stress de l'argent. C'était intéressant. Hugo avait toujours projeté une image de stabilité financière, mais peut-être que la façade parfaite commençait à se fissurer. Je serai là, ai-je promis. Peu importe le temps que ça prendra pour conduire, je serai là. Merci, a murmuré Jade. Ça va aller, n'est-ce pas? Tout ça. Quelque chose dans sa voix m'a fait marquer une pause. Jade avait toujours été confiante, même adolescente. Cette vulnérabilité était nouvelle. Tout va être parfait, les jeux assurés. Bien que je n'avais aucun moyen de savoir à quel point j'avais tort. Quand Jade a commencé le travail un mardi matin, j'ai tout laissé tomber. J'ai annulé 3 réunions avec des clients, réorganisé toute ma semaine et chargé ma voiture de cadeaux que j'avais collectionnés pendant des mois. Un cheval à bascule en bois sculpté à la main, des bodys en coton biologique, un album photo en cuir pour documenter la première année du bébé. Le trajet de 12 heures ressemblait à un pèlerinage. Pour la première fois en 8 ans, je conduisais vers ma famille au lieu de m'en éloigner. Chaque kilomètre me rapprochait de tenir mon neveu, de reconstruire ma relation avec Jade, de prouver que je pouvais être la tante que ce bébé méritait. J'imaginais le visage d'Hugo quand il me verrait entrer dans cette chambre d'hôpital. Peut-être qu'il réaliserait enfin que le succès ne m'avait pas rendu amère ou vindicative. Peut-être qu'il verrait que je voulais juste aimer ce bébé et les soutenir tous les deux. J'étais tellement perdu dans ces fantasmes que j'ai presque manqué la sortie de l'hôpital. Mon cœur battait la chamade alors que je me garais, que je prenais les sacs de cadeaux de mon siège arrière et que je marchais vers l'entrée de la maternité. C'est là que j'ai trouvé Hugo, les bras croisés, bloquant l'entrée comme si j'étais une sorte de menace au lieu de la tante du bébé qui avait traversé 2 états pour être là. Et c'est là que j'ai appris que certains fantasmes ne sont que ça, des fantasmes. Le parking de l'hôpital semblait différent en sortant, plus vide. Les sacs de cadeaux qui avaient alourdi mes bras en entrant étaient maintenant sur mon siège arrière, non ouverts, comme des artefacts d'un avenir qui n'arriverait jamais. Je suis resté dans ma voiture pendant 20 minutes avant de démarrer le moteur, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Les mots d'Hugo résonnaient. Tu n'es pas la bienvenue ici. Tu as toujours été une mauvaise influence. Le pire n'était pas le rejet en soi. C'était à quel point je n'en étais pas surprise. Au fond de moi, je savais que c'était possible. J'avais passé 8 ans à regarder Hugo contrôler systématiquement chaque aspect de sa relation avec Jade. Pourquoi la naissance de leur enfant serait-elle différente? Mes espérés avaient été si bons. Pendant 12 heures sur le trajet aller, je m'étais laissé imaginer faire à nouveau partie d'une vraie famille. Entrer dans cette chambre d'hôpital et voir le visage fatigué mais heureux de Jade, tenir mon neveu pour la première fois, prendre des photos pour commémorer le moment où notre famille s'est agrandie. Au lieu de cela, j'ai eu droit au numéro de garde du corps d'Hugo et à un rappel que le sang ne signifie pas toujours l'appartenance. Le trajet de retour a été un enchaînement flou de stations-service, d'aires de repos d'autoroute et de mes propres pensées tournant en rond. J'ai analysé chaque interaction que j'avais eue avec Hugo et Jade au cours des derniers mois, cherchant des signes que j'avais manqués. Jade voulait-elle vraiment que je sois là, ou Hugo l'avait-il poussé à cet appel téléphonique? Y avait-il quelque chose que j'avais fait récemment pour déclencher son hostilité? À la 8e heure du retour, j'étais arrivé à une conclusion différente. Ça n'avait pas d'importance. Le besoin d'Hugo de contrôler son environnement était plus fort que tout lien familial que nous aurions pu partager, et j'en avais assez de me faire plus petite pour accommoder ses insécurités. Mon téléphone a vibré de notifications tout au long du trajet. Des contacts professionnels, des messages de clients, le rythme normal d'une vie réussie. Aucun d'Hugo, aucun de Jade. Le silence était son propre message. Quand je suis finalement arrivé dans mon allée à 2 heures du matin, l'épuisement m'a frappé comme un poids physique. 24 heures de conduite pour rien. 24 heures d'espoir gaspillé. J'ai laissé les sacs de cadeaux dans ma voiture. Les regarder ne ferait que me rappeler à quel point j'avais été naïf de penser que cette fois serait différente. Ma maison semblait trop silencieuse après le bruit constant de la route. Je me suis versé un verre de vin et je me suis assise sur mon canapé, fixant mon téléphone. Une partie de moi voulait appeler Hugo pour exiger une explication ou au moins la courtoisie d'une vraie conversation.
Une partie de moi voulait appeler nos parents et leur dire ce que leur enfant chéri avait fait. Mais je n'ai fait ni l'un ni l'autre, car la vérité était que je n'étais pas surprise. Et on ne peut pas être surpris par quelque chose qu'on attend depuis toute sa vie. Au lieu de cela, je suis allé me coucher, en espérant que le matin apporterait une certaine clarté sur la suite. J'avais passé des années à construire une vie indépendante du drame de ma famille. Peut-être était-il temps d'arrêter d'essayer de forcer des liens qui n'étaient clairement pas destinés à exister. Le sommeil est finalement venu, rempli de rêves de chambres d'hôpital vides et de cadeaux qui ne seraient jamais ouverts. Je me suis réveillé mercredi matin avec un plan. Me replonger dans le travail, me concentrer sur mes clients et oublier les fantasmes familiaux qui ne menaient qu'à la déception. J'avais 3 grandes campagnes à lancer cette semaine et une nouvelle présentation client le vendredi. De vraies réalisations qui comptaient pour des gens qui appréciaient réellement ma contribution. Le jeudi s'est déroulé normalement. Appel de clients, session de stratégie, la routine confortable du succès professionnel. J'ai à peine pensé à Hugo ou à l'hôpital. Ou du moins, c'est ce que je me suis dit. Le vendredi matin a apporté un sentiment de normalité que je n'avais pas ressenti depuis que j'avais quitté cette maternité. Je révisais des diapositives de présentation quand mon assistante a fait sonner mon téléphone de bureau. Luna, il y a un appel pour toi. Quelqu'un de l'hôpital régional de Riverside. Mon estomac s'est noué. Était-il arrivé quelque chose à Jade ou au bébé? Malgré tout, la pensée que l'un d'eux soit blessé me serrait la poitrine d'inquiétude. Je le prends, ai-je dit en attrapant le téléphone. Madame Martinez. La voix était professionnelle, commerciale. Ici Sarah des services financiers aux patients de Riverside Régional. Je vous appelle concernant les frais de naissance pour le bébé Noah Martinez. Noah, mon neveu, avait un nom maintenant. Je pense que vous avez le mauvais numéro, ai-je dit. Je ne suis pas responsable des factures médicales de votre hôpital. Selon nos dossiers, votre frère, Hugo Martinez, a informé notre service de facturation que sa sœur millionnaire couvrirait tous les frais d'accouchement. Le total s'élève à $10 475. Comment souhaitez-vous régler le paiement aujourd'hui? Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Hugo avait utilisé mon succès, la chose que j'avais construite indépendamment du soutien familial, comme garantie pour ses propres responsabilités, sans demander, sans permission, avec l'hypothèse désinvolte que mon argent était disponible pour résoudre ses problèmes. J'ai serré le téléphone plus fort, mon calme professionnel luttant avec une rage pure. Madame, a poursuivi la représentante de la facturation, comment préférez-vous organiser le paiement? C'était le moment exact où tout allait changer entre mon frère et moi. Parce que ce que j'allais dire ensuite déterminerait si je passerais le reste de ma vie à être le compte en banque non officiel d'Hugo ou si je fixerais enfin les limites que j'aurais dû établir des années auparavant. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai fait le choix qui déclencherait tout ce qui allait suivre. Madame, êtes-vous là, a répété Sarah des services financiers au patient, sa voix me sortant de mon silence stupéfait. Oui, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. Je suis là, mais je pense qu'il y a eu un malentendu important. Comment ça? Je n'ai jamais autorisé le paiement des frais médicaux de quiconque dans votre hôpital. Je n'ai même jamais parlé à quelqu'un de votre service de facturation. Une pause. Le son d'une frappe au clavier. J'ai une note ici de Hugo Martinez indiquant que sa sœur Luna prendrait en charge tous les coûts associés à l'accouchement de sa femme et aux soins médicaux de leur fils. Luna. Il avait même utilisé mon nom spécifiquement, pas ma famille ou quelqu'un d'autre. Mon nom, comme si j'avais personnellement garanti le paiement d'une facture que je n'avais jamais accepté de couvrir. Madame Martinez, avez-vous un document montrant que vous avez accepté d'être financièrement responsable de ces frais? Non, a dit Sarah, son ton professionnel vacillant légèrement. Nous nous fions généralement à une confirmation verbale des membres de la famille pour des arrangements comme celui-ci. Alors vous avez votre réponse. Je n'ai rien confirmé verbalement parce que personne ne me l'a demandé. Je ne suis pas responsable de cette facture. Encore de la frappe. Une pause plus longue. Je vois. Je m'excuse pour la confusion, Madame Martinez. Les frais resteront au nom de Monsieur Hugo Martinez et nous le contacterons directement pour les modalités de paiement. Ce serait approprié, ai-je dit, bien que mes mains tremblent de colère, je me contrôlais soigneusement. Merci d'avoir appelé pour clarifier. Après avoir raccroché, je suis resté assise sur ma chaise de bureau, fixant l'écran de mon ordinateur sans le voir. Hugo m'avait rejeté à l'hôpital,
m'avait humilié devant le personnel, avait clairement indiqué que je n'étais pas la bienvenue dans la vie de son enfant, et puis 2 jours plus tard, il avait dit au service de facturation que sa sœur millionnaire paierait tout. Le calcul était d'une audace à couper le souffle. J'étais assez bonne pour être son distributeur de billets personnels, mais pas assez bonne pour tenir son bébé. Mon assistante a frappé à ma porte. Luna, ton rendez-vous de 11h est là. Donne-moi 5 minutes de plus, ai-je dit, ayant besoin de temps pour compartimenter cette rage avant de faire face à un client. Mais alors que j'essayais de me concentrer sur les stratégies marketing et les délais de campagne, mon téléphone a commencé à sonner. Le nom d'Hugo est apparu à l'écran. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Il a rappelé, encore et encore. La 4e fois, j'ai répondu. Qu'est-ce que tu veux, Hugo? Luna, Dieu merci. Écoute, il y a eu un malentendu à l'hôpital. Ils disent qu'ils ne peuvent pas laisser sortir Jade et Noah tant que la facture n'est pas payée. Mais notre assurance ne couvre pas tout. Et... Arrête. Ma voix a traversé son explication décousue comme une lame. Arrête. Écoute, je sais que tu es en colère à propos de mardi, mais il s'agit de Jade et du bébé. Ils ne peuvent pas rentrer à la maison tant que... Tant que quoi, Hugo? Tant que je ne paie pas les 10 000 $ que tu leur as promis que je couvrirais sans me le demander d'abord? Silence. Tu as dit à l'hôpital que ta sœur millionnaire prendrait en charge les frais après avoir interdit à cette même sœur de rencontrer son neveu. Tu vois le problème avec cette logique? Luna, s'il te plaît. Ce n'est pas à propos de nous. Jade est épuisée. Le bébé a besoin de rentrer à la maison et on a juste besoin. Vous avez juste besoin de mon argent. Après avoir rendu limpide que vous n'avez pas besoin de ma présence, de mon soutien ou de ma relation avec votre famille. Ne sois pas dramatique. C'est différent. Cette phrase, ne sois pas dramatique, était le plus grand succès d'Hugo. Chaque fois que j'exprimais des sentiments blessés quand j'étais enfant, chaque fois que je me plaignais d'être exclu ou rejeté, Hugo levait les yeux au ciel et me disait de ne pas être dramatique. Eh bien, j'en avais fini de minimiser mes sentiments pour le mettre à l'aise. Tu as raison, Hugo. C'est différent. Cette fois, tu as besoin de quelque chose de moi. Et cette fois, c'est moi qui décide si tu le mérites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai conduit 12 heures pour rencontrer mon neveu et que tu m'as arrêté à la porte. Ça veut dire que tu m'as humilié devant le personnel de l'hôpital et que tu as clairement indiqué que je ne fais pas partie de la famille quand il s'agit de quelque chose d'important. Mais apparemment, je redeviens de la famille quand tu as besoin de mon chéquier. Luna. Je n'ai pas fini. Ma voix était calme maintenant, professionnelle. Le même ton que j'utilisais pour expliquer aux clients pourquoi leur budget marketing ne pouvait pas couvrir leurs attentes irréalistes. Tu veux savoir ce que j'ai dit au service de facturation? Je leur ai dit la vérité. Je n'ai jamais autorisé le paiement de quoi que ce soit. La facture reste à ton nom, là où elle doit être. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Tu ne peux pas être sérieux, a-t-il finalement dit. Je suis tout à fait sérieuse. Tu as fait ton choix mardi quand tu as décidé que je n'étais pas la bienvenue à l'hôpital. Maintenant, je fais le mien. Mais Jade et Noah sont ta responsabilité, Hugo. Ta femme, ton enfant, ta facture. Tu es un homme adulte avec un travail et une assurance. Débrouille-toi. Je ne peux pas croire que tu sois aussi mesquine. Et voilà. Le mot qui résumait comment ma famille avait toujours perçu mes réponses raisonnables à leur comportement déraisonnable. Mesquine. Être mesquine, ce serait me présenter à l'hôpital et faire une scène. Être mesquine, ce serait appeler nos parents et leur raconter ce que tu as fait. Ce n'est pas de la mesquinerie, Hugo. C'est moi qui apprends enfin que l'argent n'achète pas le respect, et je ne paierai pas pour continuer à être traité comme une ordure. Il a commencé à dire quelque chose d'autre, mais j'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais plus de colère, de soulagement. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais fixé une limite claire avec ma famille et je m'y étais tenu. Hugo rappellerait, probablement plusieurs fois, mais j'avais dit ce qui devait être dit. La balle était dans son camp maintenant, et quelque part, je soupçonnais que ce jeu ne faisait que commencer. Hugo a appelé 17 fois au cours des 2 jours suivants. Je le sais parce que j'ai compté. Chaque message vocal suivait le même schéma, la colère suivie de la supplication, suivie de la culpabilisation et enfin des menaces.
Au troisième jour, son désespoir était palpable à travers le téléphone. Luna, décroche ce foutu téléphone. C'est ridicule. Jade n'a pas dormi depuis 48 heures parce qu'elle est stressée de savoir quand on pourra ramener Noah à la maison. Tu fais du mal à un bébé innocent parce que tu es en colère contre moi. Supprimé. Je ne comprends pas pourquoi tu es comme ça. On est une famille. La famille s'entraide en cas d'urgence. C'est ce que font les gens normaux. Supprimé. Très bien. Tu veux des excuses? Je suis désolé. D'accord, j'étais stressé mardi et j'ai peut-être surréagi, mais c'est plus grand que des sentiments blessés. Rappelle-moi, c'est tout. Supprimé. Le quatrième message vocal était différent. Sa voix était rauque, épuisée. Luna, je t'en supplie. Ils ne nous laisseront pas partir tant que la facture ne sera pas réglée. On peut mettre en place un plan de paiement, mais on a besoin de quelqu'un pour le garantir d'abord. L'assurance a couvert la plupart des frais, mais il reste encore $4000. Je sais que j'ai merdé, mais s'il te plaît, ne punis pas Jade et Noah pour mes erreurs. $4000. Donc, la facture avait diminué ou il mentait sur le total. Quoi qu'il en soit, ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de principe. J'étais au milieu d'une présentation client quand mon assistante m'a glissé un mot. Appel d'urgence de Jade Martinez, elle dit que c'est urgent. Mon estomac s'est noué, mais j'ai terminé ma présentation avant de rappeler. Si c'était une autre tactique de manipulation, je voulais avoir les idées claires. Luna? La voix de Jade était épuisée, tendue. Salut, Jade. Comment te sens-tu? Horriblement. Ça fait 5 jours qu'on est à cet hôpital. Noah va bien. Je vais bien. Mais ils ne nous laisseront pas sortir tant que la situation de la facture ne sera pas résolue. 5 jours? Ça semblait excessif pour un accouchement normal. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec l'assurance? Je ne sais pas, Hugo s'occupe de toutes nos finances. Il dit qu'il y a eu des complications avec les codes de facturation ou quelque chose comme ça. Luna, je veux juste ramener mon bébé à la maison. L'épuisement dans sa voix était sincère. Quoi qu'Hugo ait dit à l'hôpital sur ma responsabilité financière, Jade en souffrait clairement. Est-ce qu'Hugo t'a expliqué pourquoi l'hôpital pense que je suis responsable de votre facture? Une pause. Il a dit qu'il avait mentionné à quelqu'un que tu avais réussi et que tu pourrais peut-être aider si nécessaire, mais il jure qu'il n'a rien promis de spécifique. Hugo mentait toujours, même à sa propre femme. L'hôpital avait été très clair sur ce qu'il leur avait dit. Jade, j'ai besoin que tu saches quelque chose. L'hôpital m'a appelé directement et m'a dit qu'Hugo avait spécifiquement dit à leur service de facturation que sa sœur millionnaire couvrirait tous les frais d'accouchement. Il a utilisé mon nom et a promis mon argent sans me le demander d'abord. Silence. Ce n'est pas Hugo ne ferait pas ça sans te le demander d'abord. J'ai les relevés téléphoniques, Jade. La représentante de la facturation a été très précise sur ce qu'Hugo leur a dit. Une autre longue pause. Quand Jade a repris la parole, sa voix était différente, plus petite. Je suis si fatigué, Luna. Je veux juste rentrer à la maison. Est-ce qu'on peut trouver un arrangement? Je te promets qu'on te remboursera. C'était le moment que j'avais redouté. Jade, douce, épuisée, innocente Jade, prise au milieu de la manipulation de son mari et de ma fixation de limites. Jade, je peux te demander quelque chose? Et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. D'accord. Es-tu heureuse dans ton mariage? Je veux dire, est-ce qu'Hugo te traite bien? La pause qui a suivi m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. C'est une question compliquée, Luna. Non, ce n'est vraiment pas le cas. Soit il te respecte et te traite comme une partenaire égale, soit il ne le fait pas, le mariage est difficile, surtout avec un nouveau bébé et le stress de l'argent, et... Elle lui trouvait des excuses, de la même manière que nos parents avaient toujours trouvé des excuses au comportement d'Hugo. Jade, je veux t'aider, mais je ne vais pas cautionner l'irresponsabilité financière d'Hugo ou son hypothèse que mon argent est disponible pour résoudre ses problèmes. Ce sont deux choses différentes. Je ne comprends pas la différence. La différence, c'est qu'aider toi, ça veut dire s'assurer que toi et Noah êtes en sécurité et soutenus. Cautionner Hugo, ça veut dire lui apprendre qu'il peut faire des promesses avec l'argent des autres et ne subir aucune conséquence. Quand Jade a repris la parole,
sa voix était à peine un murmure. Et si je te disais qu'il y avait d'autres choses? D'autres problèmes au-delà de cette simple facture d'hôpital? Ma prise s'est resserrée sur le téléphone. Quel genre d'autres problèmes? Je ne peux pas en parler maintenant. Hugo va revenir de la cafétéria bientôt. Mais Luna, il y a des choses que tu ne sais pas. Des choses que j'ai eu trop peur de dire à qui que ce soit. Et juste comme ça, le jeu a complètement changé. Jade, es-tu en sécurité? Physiquement, oui. Mais Luna, je pense. Je pense que j'ai peut-être besoin d'aide. De la vraie aide. Le genre qui va au-delà des factures d'hôpital. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu la voix d'Hugo en arrière-plan. À qui tu parles? Je dois y aller, a murmuré Jade. Mais Luna, est-ce que je peux t'appeler demain quand il ne sera pas là? Oui, ai-je dit immédiatement. Appelle-moi n'importe quand, jour et nuit. La ligne s'est coupée, me laissant fixer mon téléphone avec un millier de nouvelles questions et la certitude croissante que cette situation était bien plus grave qu'une facture d'hôpital. Quoique Jade ait besoin de me dire demain allait tout changer. L'appel est arrivé à 6 heures du matin. J'étais déjà réveillé, sirotant un café et regardant le lever du soleil par la fenêtre de ma cuisine. J'avais à peine dormi, pensant à la peur que j'avais entendue dans la voix de Jade et à la manière prudente dont elle avait regardé par-dessus son épaule avant de raccrocher. Luna. La voix de Jade était un murmure, urgent et effrayé. Je suis là. Ça va? Je suis dans la salle de bain de l'hôpital. Hugo dort encore, mais il va bientôt se réveiller. Je n'ai pas beaucoup de temps. Dis-moi ce qui se passe. La facture de l'hôpital n'est pas le vrai problème. Hugo a beaucoup joué en ligne. On est endetté jusqu'au cou, et je ne l'ai su que la semaine dernière. Les mots sont sortis d'un trait, comme si elle les avait retenus si longtemps qu'ils ont explosé au moment où elle a trouvé quelqu'un à qui les dire. Combien de dettes? 70 000 $, peut-être plus. Il a utilisé mon nom pour des prêts sans me le dire. Mon crédit est détruit. Et je ne le savais même pas, 70 000 $. Soudain, la facture de l'hôpital semblait être de la petite monnaie. Mon Dieu, Jade, quand l'as-tu découvert? Il y a 3 jours, un créancier a appelé sur mon téléphone en cherchant Hugo. Quand je lui ai dit qu'Hugo n'était pas disponible, l'homme a dit que je pourrais peut-être aider puisque le prêt était à mon nom. Luna, je n'ai jamais demandé de prêt de ma vie. Mes mains se sont crispées autour de ma tasse de café. Usurpation d'identité, abus financier. Hugo n'était pas seulement irresponsable, il était criminel. Qu'a dit Hugo quand tu l'as confronté? Il a pleuré. A dit qu'il avait un problème de jeu, mais qu'il se faisait aider. A promis que ça n'arriverait plus jamais. M'a supplié de ne le dire à personne parce que ça ruinerait sa carrière. Et tu l'as cru. Un rire amer. Je voulais, mais le lendemain, j'ai trouvé des applications de paris cachées sur son téléphone. Des milliers de dollars de transactions du mois dernier seulement. Il me mentait en pleine face tout en promettant de changer. Jade, tu dois sortir de là. Ce n'est pas si simple. J'ai un bébé de 3 jours, pas de travail, nulle part où aller. Et Hugo n'arrête pas de dire qu'il va se faire aider, qu'on peut surmonter ça ensemble. J'ai fermé les yeux, reconnaissant le schéma. Hugo avait toujours été un maître manipulateur, mais c'était de l'abus émotionnel de niveau supérieur. Il t'a isolé, n'est-ce pas? De tes amis, de ta famille, de quiconque pourrait t'aider à réfléchir clairement. Silence. Puis, doucement, il dit que les gens ne comprennent pas notre relation. Qu'ils sont jaloux de ce qu'on a. Que seul lui-même vraiment. Le manuel classique de l'abuseur. L'isolement déguisé en amour exclusif. Jade, la manipulation est toujours enveloppée dans un amour exclusif. Les gens qui t'aiment vraiment veulent que tu aies des systèmes de soutien, pas que tu dépendes entièrement d'eux. Je le sais maintenant, mais Luna, j'ai peur. Et si je n'y arrivais pas toute seule? Et si je ne pouvais pas subvenir aux besoins de Noah? Et si tu ne pouvais pas subvenir aux besoins de Noah si tu restes? L'addiction au jeu d'Hugo ne va pas disparaître comme par magie parce qu'il a un bébé à nourrir. Au contraire, la pression ne fera qu'empirer les choses. J'ai entendu du mouvement en arrière-plan et la voix de Jade est devenue encore plus basse. Il se réveille. Je dois y aller. Jade, attends. Avant de raccrocher, veux-tu de l'aide pour sortir? De la vraie aide,
pas seulement de l'argent. La pause s'est étirée si longtemps que j'ai cru qu'elle avait déjà raccroché. Oui, a-t-elle finalement murmuré. Mon Dieu, oui. J'en ai tellement marre d'avoir peur et de m'excuser pour des choses qui ne sont pas de ma faute. Mais Luna, si je fais ça, il n'y a pas de retour en arrière. Hugo ne nous le pardonnera jamais. Tant mieux, ai-je dit fermement. Certaines personnes ne méritent pas le pardon. Elles méritent des conséquences. Qu'est-ce que je devrais faire? D'abord, tu as besoin d'un avocat. Quelqu'un qui se spécialise en droit de la famille et en abus financiers. Deuxièmement, tu as besoin de documents prouvant tous les prêts et dettes qu'Hugo a ouverts à ton nom. Et troisièmement, tu dois être absolument sûr de cette décision, car une fois qu'on commence, on va jusqu'au bout. J'en suis sûr. J'en suis sûr depuis des mois. Je n'avais juste pas le courage de l'admettre. Mais le voir te promettre de l'argent qui n'était pas à lui, voir comment il t'a traité à l'hôpital. Je ne peux plus prétendre que c'est normal. Alors on le fait, d'accord? Je vais passer quelques appels ce matin et j'aurai des noms pour toi d'ici ce soir. Luna? Oui. Merci de ne pas m'avoir simplement mise dans le même sac qu'Hugo, de voir que j'étais piégé au lieu d'être complice. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans ma cuisine alors que la lumière du matin remplissait la pièce, pensant à quel point la situation avait complètement changé. Il y a 24 heures, je pensais que c'était une question de facture d'hôpital et de limites familiales. Maintenant, je comprenais que c'était bien plus grave. Sortir Jade et Noah des griffes d'un homme qui les voyait comme des extensions de lui-même plutôt que comme des personnes ayant leurs propres droits. Avez-vous déjà vécu une situation où un proche vous a révélé qu'il avait besoin d'aide pour échapper à une situation toxique? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien pourrait aider quelqu'un d'autre à reconnaître les signes. Hugo avait passé des années à se positionner comme le responsable, celui qui avait réussi, celui qui avait sa vie en main alors que je n'étais que sa petite sœur dramatique. Mais gratter la surface de sa façade parfaite, et en dessous se trouvait le chaos financier, l'abus émotionnel et une addiction au jeu qu'il cachait derrière de l'argent emprunté et les noms d'autres personnes. À l'heure du déjeuner, j'avais 3 recommandations d'avocats et un plan qui soit libérerait Jade d'un mariage abusif, soit détruirait ce qui restait de ma relation avec ma famille pour toujours. Honnêtement, à ce stade, j'espérais les deux. Mardi après-midi, j'avais mis Jade en contact avec Patricia Morrison, une avocate spécialisée en droit de la famille, experte dans les cas d'abus financiers et de contrôle coercitif. Patricia était très recommandée et, plus important encore, elle comprenait que quitter un mariage abusif avec un nouveau-né nécessitait une planification minutieuse et une discrétion absolue. Le moment le plus dangereux pour les victimes de violences est lorsqu'elles essaient de partir, a expliqué Patricia lors de notre appel à 3. Nous devons tout documenter avant qu'Hugo ne réalise ce qui se passe. Jade avait été occupée. 3 jours à photographier secrètement des documents de prêt, à sauvegarder des textos et à enregistrer les promesses d'Hugo de tout arranger tout en plaçant simultanément de nouveaux paris sur son téléphone. L'épreuve était accablante et complète. Il a falsifié ma signature pendant des mois, nous a dit Jade, sa voix plus stable que je ne l'avais entendue depuis le début de tout cela. J'ai trouvé des demandes de cartes de crédit, des documents de prêt, même une deuxième hypothèque sur notre maison que je n'ai jamais signée. C'est de l'usurpation d'identité et de la contrefaçon, a dit Patricia sans détour. Des crimes fédéraux. On peut utiliser ça. Mais Hugo n'allait pas se laisser faire sans se battre. Lorsque les papiers du divorce ont été signifiés le jeudi matin, sa réaction a été exactement celle à laquelle je m'attendais. Une rage pure suivie d'une manipulation désespérée. Mon téléphone a commencé à sonner à 11h47. Espèce de garce rancunière, a grogné Hugo dès que j'ai répondu. Tu as retourné ma femme contre moi. Tu as détruit ma famille. Bonjour à toi aussi, Hugo. Comment se passe la paternité? N'ose pas jouer l'innocente. Jade allait bien jusqu'à ce que tu lui mettes tes bêtises féministes dans la tête. Maintenant, elle demande le divorce et m'enlève mon fils. Mon fils, pas notre fils ou Noah. Possession, pas amour. Jade a demandé le divorce parce que tu as volé son identité et que tu as joué l'avenir de votre famille. Je lui ai juste donné le numéro de l'avocate. Elle est confuse. La dépression postpartum rend les femmes irrationnelles. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Du Hugo tout craché. Blâmer tout le monde sauf lui-même. La décision parfaitement rationnelle de Jade de quitter son mari menteur,
joueur et abuseur financier était soudainement une crise de santé mentale. Tu sais ce que je pense, Hugo? Je pense que tu as peur. Pour la première fois de ta vie, tu ne peux pas contrôler le récit. Jade voit clair dans tes mensonges. Je ne paie pas tes factures, et tu es sur le point de faire face aux conséquences de tes propres choix. Si elle va jusqu'au bout avec ce divorce, je la détruirai au tribunal. Je prouverai qu'elle est une mère indigne. J'obtiendrai la garde exclusive de Noah et tu ne les reverras plus jamais. Et voilà, la menace que j'attendais. L'option nucléaire d'Hugo. La seule carte qu'il pensait me ferait reculer. C'est intéressant, ai-je dit calmement. Parce que Patricia avait déjà anticipé que tu essaierais cette approche. Silence. Tu vois, Hugo, le truc avec l'embauche d'une avocate expérimentée, c'est qu'elle a déjà vu toutes les tactiques de manipulation. Patricia représente des femmes comme Jade tout le temps. Des femmes dont les maris menacent de leur enlever leurs enfants. Sauf si elles gardent le silence sur les abus financiers. Tu ne peux rien prouver. En fait, je peux tout prouver. Chaque signature falsifiée, chaque prêt que tu as ouvert au nom de Jade, chaque transaction de jeu pendant que tu promettais de changer. Oh, et mon préféré, les messages où tu interdis explicitement à Jade d'amener Noah me voir parce que je suis censé être une mauvaise influence. Je l'ai entendu respirer lourdement à l'autre bout du fil. Tu veux parler de parentalité indigne, Hugo? Parlons d'un père qui vole l'identité de sa femme pour financer son addiction au jeu. Discutons d'un homme qui ment aux hôpitaux sur qui paie les factures et qui ensuite manipule émotionnellement sa femme épuisée quand ses plans s'effondrent. Luna, tu ne comprends pas, je comprends parfaitement. Tu pensais pouvoir contrôler Jade pour toujours en l'isolant et en la rendant financièrement dépendante de toi. Tu pensais pouvoir m'utiliser comme ton distributeur de billets personnels chaque fois que tes mauvais choix te rattraperaient. Et tu pensais pouvoir menacer la garde pour garder Jade piégée. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires. J'ai le sentiment que vous allez être surpris par la tournure des événements. Mais voici ce que tu n'avais pas prévu, Hugo. Jade a tout gardé. Chaque document, chaque texto, chaque enregistrement de toi promettant de changer tout en plaçant de nouveaux paris. Et j'ai gardé des archives détaillées de chaque conversation que nous avons eue, y compris celle-ci. Tu m'enregistres? J'apprends de ton exemple. La documentation est essentielle dans les procédures judiciaires. Le silence s'est étiré plus longtemps cette fois. Quand Hugo a repris la parole, sa voix avait perdu son ton de colère et avait pris quelque chose de plus proche de la panique. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Je te rembourserai tout avec les intérêts. Convainc juste Jade de laisser tomber ses bêtises de divorce. Je ne veux pas de ton argent, Hugo. Je veux que tu comprennes quelque chose très clairement. Tu ne perds pas ta femme à cause de moi. Tu perds ta femme à cause de tes choix. Et tu ne perds pas le contrôle sur la vie de Jade. Tu perds l'illusion que tu as jamais eu le droit de la contrôler. Elle ne s'en sortira jamais toute seule. Elle n'a pas de travail, pas d'argent, pas de système de soutien. Elle a Noah, elle m'a moi. Et elle a quelque chose que tu ne lui as jamais donné. La liberté de prendre ses propres décisions. C'est plus de soutien qu'elle n'en a jamais eu de ta part. J'ai entendu des papiers se froisser en arrière-plan comme s'ils cherchaient frénétiquement dans des documents. Ce n'est pas fini, a-t-il dit finalement. Tu as raison, ai-je convenu. Ce n'est que le début. Parce que maintenant vient la partie où tu fais réellement face aux conséquences de tes actions au lieu de laisser d'autres personnes nettoyer tes dégâts. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon bureau, ressentant quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années en ce qui concerne ma famille. De l'optimisme. Le monde d'Hugo s'effondrait. Et pour une fois, ce n'était pas parce que quelqu'un d'autre n'avait pas réussi à le soutenir. C'était parce que ses propres choix l'avaient finalement rattrapé. Et Jade était sur le point de découvrir à quoi ressemblait la vie quand quelqu'un la soutenait vraiment au lieu de simplement la piéger. Jade et Noah sont arrivés dans ma ville un dimanche matin pluvieux. Tout ce qu'ils possédaient était emballé dans 2 valises et un sac à langer. La voir sortir du taxi avec mon neveu dans ses bras, c'était comme voir quelqu'un émerger de l'eau. Un soulagement mêlé à l'épuisement d'avoir retenu sa respiration trop longtemps. « Salut », dit-elle simplement, debout sur mon seuil, paraissant plus jeune que ses 24 ans. « Salut à toi. » Allez, entrez tous les deux, il fait chaud à l'intérieur. J'avais passé la semaine précédente à transformer ma chambre d'amis en chambre d'enfant. Un berceau commandé en urgence,
des couvertures douces aux couleurs neutres, un fauteuil à bascule positionné près de la fenêtre où la lumière du matin entrerait doucement. Si Jade et Noah devaient rester avec moi pendant qu'elle réfléchissait à ses prochaines étapes, ils méritaient un espace qui ressemblait à un foyer plutôt qu'à un abri temporaire. Noah était parfait. Cheveux noirs et expression sérieuse, comme s'il contemplait déjà les complexités du monde dans lequel il était né. Quand Jade l'a placé dans mes bras pour la première fois, j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement mon neveu. Il était de la famille au sens le plus vrai, non souillé par la dysfonction qui avait façonné ma relation avec son père. Il te ressemble, ai-je dit à Jade, en étudiant ses traits. Dieu merci pour ça, a-t-elle ri. Mais il y avait une pointe d'amertume. Hugo était convaincu qu'il serait son portrait craché. Nous avons passé l'après-midi à les installer, à établir des routines, à parler de choses pratiques, rendez-vous chez le pédiatre, réunion juridique, la logistique d'un nouveau départ. Mais à la tombée de la nuit, alors que Noah dormait paisiblement dans son nouveau berceau, la conversation a pris une tournure plus profonde. Luna, je dois te dire quelque chose, a dit Jade, recroquevillée sur mon canapé avec une tasse de thé, se réchauffant les mains. Sur la raison pour laquelle je suis resté avec Hugo si longtemps. Sur la raison pour laquelle j'ai laissé notre amitié s'estomper. Tu ne me dois aucune explication. Si, je te les dois. Parce que ce qui s'est passé entre nous n'était pas seulement une histoire d'adolescente ou le fait de grandir. C'était calculé. Je me suis installé dans le fauteuil en face d'elle, sentant que ce serait l'une de ces conversations qui changerait ma compréhension du passé. Quand Hugo et moi avons commencé à sortir ensemble, je pensais qu'il me protégeait. Il disait des choses comme « Luna a toujours été jalouse de ce que nous avons ». Ou « Elle essaie de se mettre entre nous parce qu'elle ne supporte pas de te voir heureuse ». Il faisait en sorte que ça ressemble à de l'inquiétude pour notre relation. Les mots piquaient, mais il ne me surprenait pas. Hugo avait toujours été un maître pour recadrer son contrôle en préoccupation. Au début, je te défendais, mais Hugo était patient. Il n'a jamais exigé que je choisisse entre toi et lui d'emblée. Au lieu de cela, il se sentait blessé chaque fois que je mentionnais passer du temps avec toi. Il boudait ou retirait son affection jusqu'à ce que j'apprenne à éviter de parler de toi. Des tactiques d'isolement classiques, ai-je dit doucement. Faire en sorte que la victime se sente coupable de maintenir d'autres relations. Exactement. Et le temps que je réalise ce qui se passait, des années s'étaient écoulées. J'avais déménagé dans un autre état, commencé une nouvelle vie, et la distance rendait plus facile de me convaincre que peut-être Hugo avait raison. Peut-être que notre amitié avait simplement suivi son cours naturel. Jade posa son thé et me regarda directement. Mais la semaine dernière, quand tu as refusé de payer cette facture d'hôpital, quelque chose s'est débloqué. Hugo était furieux. Pas blessé, pas déçu, mais véritablement choqué que quelqu'un lui ait dit non. Et j'ai réalisé que je ne l'avais pas vu aussi secoué depuis, depuis la dernière fois que tu lui as tenu tête quand on était adolescente. Que veux-tu dire? Tu te souviens quand il a essayé de convaincre nos parents que tu avais bu à cette fête en première? Alors que tu avais des témoins prouvant que tu avais été le conducteur désigné toute la nuit? Je m'en souvenais. Hugo avait été surpris en train de boire par un voisin et avait essayé de rejeter la faute sur moi. Nos parents l'avaient presque cru jusqu'à ce que 3 autres élèves confirment mon histoire. Il était si en colère ce soir-là. Non pas parce qu'il avait eu des ennuis, mais parce que son plan n'avait pas fonctionné. Parce que pour une fois, les gens t'avaient cru toi au lieu de lui. Jade serra un coussin sur ses genoux, le tenant comme une armure. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que le problème d'Hugo n'était pas la jalousie à propos de notre amitié. C'était de l'envie à propos de ton indépendance. Tu n'as jamais eu besoin de personne pour valider ta valeur ou prendre des décisions pour toi. Ça le menaçait à l'époque, et ça le menace maintenant. Cette prise de conscience a frappé comme une révélation. Toutes ces années, j'avais supposé qu'Hugo me en voulait parce qu'il pensait que j'étais irresponsable ou en deçà des normes familiales. Mais Jade suggérait quelque chose de différent, qu'il avait été menacé par mon autonomie même. Il m'a dit une fois que la raison pour laquelle il était tombé amoureux de moi, c'est parce que j'avais besoin de lui, a poursuivi Jade. À l'époque, je trouvais ça romantique. Maintenant, je réalise que c'était une confession. Avoir besoin de quelqu'un et être contrôlé par lui sont deux choses très différentes, ai-je dit. Je le sais maintenant, mais Luna, j'ai besoin que tu comprennes autre chose. Quitter Hugo, demander le divorce, venir ici avec Noah, ce n'est pas seulement échapper à un mauvais mariage.
c'est refuser de laisser quelqu'un d'autre décider qui j'ai le droit d'aimer ou qui j'ai le droit d'être. Quelque chose dans sa voix s'est brisé alors qu'elle disait ces mots, et j'ai réalisé que nous pleurions toutes les deux. Je suis tellement désolé, a-t-elle murmuré. Pour toutes les années où je l'ai laissé se mettre entre nous, pour avoir cru sa version de qui tu étais au lieu de faire confiance à ce que je savais être vrai. Tu n'as pas à t'excuser d'avoir survécu, lui ai-je dit. Tu as fait ce que tu devais faire dans une situation impossible. Mais je veux recommencer. Pas seulement faire comme si le passé n'avait pas existé, mais vraiment construire quelque chose de nouveau entre nous, quelque chose qui soit à nous, pas façonné par ses insécurités ou les attentes de qui que ce soit d'autre. J'ai tendu la main vers la sienne à travers l'espace qui nous séparait. Oui, ai-je dit simplement. Ensemble, de la bonne manière cette fois. Dehors, la pluie continuait de tomber contre les fenêtres. Mais à l'intérieur, quelque chose qui avait été brisé pendant 8 ans commençait enfin à guérir. Patricia Morrison a appelé mardi matin avec une nouvelle qui m'a fait sourire dans ma tasse de café. L'avocat d'Hugo veut négocier, a-t-elle dit, contenant à peine sa propre satisfaction. Apparemment, quand ils ont examiné notre dossier de preuves, ils ont conseillé à leurs clients que combattre ce divorce serait ce qu'ils ont diplomatiquement appelé peu judicieux. De quel genre de preuves parlons-nous? Ai-je demandé, bien que je soupçonne que je le savais déjà. Tout. Les relevés bancaires montrant les transactions de jeu, les demandes de prêts falsifiées avec la signature de Jade, les appels téléphoniques enregistrés où il promet d'arrêter de parier tout en plaçant simultanément de nouvelles mises. Oh, et mon préféré, les images de sécurité de l'hôpital le montrant vous empêchant de voir Noah tout en promettant au service de facturation que vous paieriez tout. Hugo avait involontairement documenté sa propre chute. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque moment de contrôle avait laissé une trace numérique que son propre avocat lui recommandait maintenant de ne pas essayer de défendre au tribunal. Qu'est-ce qu'il propose? La garde exclusive à Jade. Aucune demande de pension alimentaire contre elle, et il prendra la responsabilité de toutes les dettes contractées à son nom. En échange, Jade accepte de ne pas porter plainte au pénal pour l'usurpation d'identité. C'était plus que ce que nous osions espérer. Hugo renonçait essentiellement à tout plutôt que de risquer une exposition publique de son addiction au jeu et de sa fraude financière. Qu'en pense Jade? Elle veut accepter. Plus vite ce sera terminé, plus vite elle pourra se concentrer sur la construction d'une vie stable pour Noah sans regarder par-dessus son épaule. Cet après-midi-là, Jade et moi avons emmené Noah pour sa première promenade dans mon quartier. L'air d'automne était vif, les feuilles craquant sous nos pieds alors que nous poussions sa poussette dans des rues bordées d'arbres. En regardant Jade montrer des fleurs et des oiseaux à son bébé endormi, j'ai été frappé par à quel point elle avait l'air différente. La tension qui avait habité ses épaules pendant des années commençait enfin à se relâcher. Patricia dit qu'on pourrait finaliser le divorce d'ici 60 jours, a dit Jade alors que nous nous arrêtions dans un petit parc. Comment te sens-tu à ce sujet? Soulagé. Effrayé? Coupable de me sentir soulagé? Elle a ajusté soigneusement la couverture de Noah. Est-ce mal que je ne sois pas plus triste que mon mariage se termine? C'est mal que ton mariage t'ait rendu assez triste pour que le fait d'y mettre fin ressemble à de la liberté. Nous avons trouvé un banc où nous pouvions nous asseoir pendant que Noah dormait dans sa poussette. Le parc était calme, à l'exception du bruit des enfants jouant sur des balançoires lointaines. Je n'arrête pas de penser à ce à quoi nos vies auraient ressemblé si Hugo ne m'avait pas convaincu de couper les ponts avec toi, a dit Jade. Si j'avais eu quelqu'un à qui parler de son jeu, de son comportement de contrôle, de ses sautes d'humeur quand il perdait de l'argent. Tu ne peux pas changer le passé, lui ai-je rappelé. Mais tu peux décider de ce qui se passera ensuite. Je veux retourner à l'école, a-t-elle dit soudainement. Avant Hugo, j'étudiais l'éducation de la petite enfance. Il ne me restait qu'un semestre quand j'ai abandonné pour soutenir son déménagement professionnel. C'était la première fois que Jade mentionnait ses propres rêves abandonnés. La version d'Hugo de leur relation l'avait toujours dépeint comme l'ambitieux qui faisait des sacrifices, tandis que Jade apportait un soutien émotionnel. Qu'est-ce qui t'a empêché de finir? Hugo a dit que ce n'était pas pratique. Que nous avions plus besoin de mon revenu de serveuse que d'un autre diplôme. Il m'a convaincu que son succès commercial nous profiterait à tous les deux plus que ma carrière d'enseignante. Encore de la manipulation déguisée en conseils pratiques. Hugo avait systématiquement démantelé chaque aspect de l'indépendance de Jade, ses amitiés, son éducation, ses objectifs de carrière, tout en se positionnant comme le partenaire raisonnable prenant des décisions logiques. Tu pourrais finir maintenant, ai-je suggéré.
Des programmes en ligne, des horaires à temps partiel. Ça pourrait prendre plus de temps avec Noah, mais ce n'est pas impossible. Pourrais-je vraiment? À 24 ans avec un bébé et pas d'argent. Jade, tu as quitté un mariage abusif avec un nourrisson de 3 semaines et aucun système de soutien à part moi. Si tu peux faire ça, tu peux absolument finir tes études. Elle est restée silencieuse pendant plusieurs minutes, regardant d'autres mères pousser leurs enfants sur les balançoires. J'ai passé tellement d'années à me faire plus petite pour correspondre à l'idée d'Hugo de ce à quoi notre vie devait ressembler, a-t-elle dit finalement. J'ai oublié que j'avais mes propres idées. Maintenant, tu peux t'en souvenir. Ce soir-là, pendant que Jade nourrissait Noah et que je préparais le dîner, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. J'ai failli le supprimer sans le lire, pensant que c'était du spam, mais quelque chose m'a fait vérifier. C'est Hugo. Je sais que tu penses avoir gagné, mais ce n'est pas fini. Je trouverai un moyen de récupérer mon fils. J'ai montré le message à Jade, qui l'a lu avec plus d'épuisement que de peur. Il ne comprend toujours pas, a-t-elle dit. Noah n'est pas quelque chose à gagner ou à perdre. C'est une personne qui mérite des parents qui mettent ses besoins en premier. Veux-tu que je transfère ça à Patricia? Oui. Elle a dit que documenter toute communication menaçante serait important s'il essaie de contester l'arrangement de garde plus tard. J'ai envoyé la capture d'écran à Patricia avec une brève explication. Sa réponse est revenue en quelques minutes. J'ajoute ça au dossier. Hugo rend les choses plus faciles qu'elles ne devraient l'être. Plus tard dans la nuit, après que Jade soit allée se coucher et que Noah dormait paisiblement dans son berceau, je me suis assise dans mon salon en pensant à quel point nos vies avaient complètement changé en moins de 2 semaines. Hugo avait passé 8 ans à isoler Jade de tous ceux qui pourraient soutenir son indépendance. Il l'avait convaincu que l'amour signifiait la dépendance, que la protection signifiait le contrôle, que sa jalousie était la preuve de sa dévotion. Mais l'isolement fonctionne dans les deux sens. Pendant qu'Hugo s'occupait de couper Jade des perspectives extérieures, il se coupait aussi des gens qui auraient pu l'aider à régler son addiction au jeu avant qu'elle ne détruise sa famille. Maintenant, il faisait face aux conséquences de ses choix. Une femme qui ne croyait plus à ses promesses, une sœur qui ne subventionnerait pas son irresponsabilité, et un fils qu'il ne verrait peut-être que sous visite supervisée par le tribunal. Pendant ce temps, Jade redécouvrait qui elle était avant qu'Hugo ne la convainque qu'elle avait besoin de sa permission pour exister. Et Noah grandirait dans un foyer où l'amour signifiait le soutien plutôt que le contrôle. Où la famille signifiait des gens qui encourageaient votre croissance plutôt que d'exiger votre dépendance. Hugo pensait qu'il perdait un jeu qu'il gagnait depuis des années. La vérité était qu'il n'avait jamais rien gagné. Il avait juste retenu des gens en otage avec leur propre amour pour lui. Maintenant, les otages avaient été libérés et Hugo était laissé seul avec les décombres de sa propre création. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel qui a cristallisé à quel point le monde soigneusement construit d'Hugo s'était complètement effondré. Madame Martinez. Ici, l'inspectrice Sarah Chen de l'unité des enquêtes sur la fraude du comté. Nous vous appelons concernant des crimes financiers commis par Hugo Martinez. Nous comprenons que vous êtes sa sœur. Mon sang s'est glacé. Oui, c'est bien moi. De quel genre de crime financier s'agit-il? Votre frère a été arrêté pour usurpation d'identité, contrefaçon et fraude. Nous avons trouvé des preuves qu'il a ouvert plusieurs lignes de crédit en utilisant le numéro de sécurité sociale de sa femme et des documents falsifiés. Le montant total dépasse $50 000, ce qui en fait un crime grave. Patricia nous avait prévenu que cela pourrait arriver. Lorsque les banques ont commencé à enquêter sur les prêts que Jade avait contestés, elles avaient découvert un schéma de demande frauduleuse qui allait au-delà de leur simple mariage. Nous espérons que vous pourriez fournir un témoignage de moralité sur son comportement de joueur, a poursuivi l'inspectrice Chen. Les dossiers montrent qu'il a également tenté d'utiliser votre nom comme garantie financière pour des frais médicaux sans autorisation. Je coopérerai de toutes les manières possibles, ai-je dit. Mais inspectrice, qu'est-ce que cela signifie pour sa femme et son enfant? Ils ont déjà demandé le divorce. Madame Martinez n'est pas considérée comme une suspecte. Notre enquête montre qu'elle a été victime de la fraude financière de son mari, pas une participante. Cependant, elle pourrait avoir besoin de témoigner sur la chronologie de la découverte des comptes non autorisés. Après avoir raccroché, j'ai trouvé Jade dans la chambre d'enfant, berçant doucement Noah alors qu'il traversait un après-midi particulièrement difficile. Elle a levé les yeux quand je suis entré et j'ai pu voir à son expression qu'elle savait déjà que la nouvelle n'était pas bonne. Ils l'ont arrêté, n'est-ce pas?
Ce matin. L'inspectrice Chen dit que les banques ont trouvé des preuves de fraude systématique remontant à 2 ans. La prise de Jade s'est resserrée sur Noah, mais sa voix est restée stable. Combien de temps pourrait-il aller en prison? Elle n'a pas précisé, mais Patricia a mentionné que l'usurpation d'identité est un crime fédéral avec des peines minimales obligatoires. Nous sommes restés assises en silence pendant plusieurs minutes, toutes deux en train de digérer ce que cela signifiait. Jade voulait être libre du contrôle d'Hugo, mais aucune de nous n'avait anticipé qu'il finirait par faire face à des accusations criminelles qui pourraient détruire sa carrière et sa réputation de façon permanente. Je devrais avoir de la peine pour lui, a dit Jade finalement. C'est le père de Noah, et la prison va ruiner sa vie. Mais Luna, je me sens juste vide, comme si je regardais les conséquences rattraper un étranger. C'est normal. Tu ne peux pas ramener quelqu'un à être une bonne personne par amour, et tu ne peux pas te sentir coupable que ses choix le rattrapent. Penses-tu que Noah demandera des nouvelles de son père un jour? Voudra savoir pourquoi papa n'est pas là. Noah posera des questions. Et quand il le fera, tu lui diras des vérités adaptées à son âge. Que son père a fait des choix qui ont blessé des gens. Et que parfois, les adultes font face aux conséquences de leurs actes. Et si Hugo essaie de revenir dans nos vies après la prison? Et s'il prétend avoir changé et veut une autre chance? C'était la question qui m'avait empêché de dormir la nuit. Hugo était assez manipulateur pour passer des années en prison à planifier son récit de rédemption, se positionnant comme un homme qui avait surmonté l'addiction et méritait le pardon. C'est pourquoi le règlement du divorce était si important, lui ai-je rappelé. Les accords de garde légale ne disparaissent pas parce que quelqu'un purge sa peine, et Patricia s'est assurée que toute visite future nécessiterait l'approbation et la supervision du tribunal. Jade s'est levée, se déplaçant vers la fenêtre où le soleil de fin d'après-midi projetait des motifs doux sur le sol. Tu sais ce qui est étrange? Je n'arrête pas d'attendre de me sentir dévasté par l'arrestation d'Hugo, d'attendre une vague de loyauté ou d'amour qui me donnerait envie de le soutenir dans cette crise. Et au lieu de ça, je me sens protectrice de la vie que nous construisons ici. Noah et moi sommes en sécurité, stables, soutenus. Les ennuis judiciaires d'Hugo ont l'air d'arriver à quelqu'un de mon passé, pas à quelqu'un qui fait partie de mon présent. Ce soir-là, Patricia a appelé avec des détails supplémentaires sur le cas d'Hugo. Le procureur propose un accord de plaidoyer, a-t-elle expliqué. 2 ans de prison fédérale en échange d'une restitution complète à ses victimes et d'un aveu de culpabilité. S'il refuse et va au procès, il risque potentiellement de 5 à 7 ans. Que advient-il de ses droits parentaux s'il accepte le plaidoyer? Cela dépend de plusieurs facteurs, mais les criminels condamnés font généralement face à des restrictions sur la garde d'enfants non supervisés. Compte tenu de la nature de ces crimes et des preuves de manipulation émotionnelle, je m'attendrai à ce que toute visite future soit supervisée par le tribunal et limitée. Après avoir raccroché, j'ai trouvé Jade en train de préparer les biberons pour la nuit de Noah, ses mouvements efficaces et calmes. Elle s'était adaptée à la maternité célibataire avec une grâce remarquable. Comme si s'occuper de Noah sans gérer constamment les humeurs d'Hugo avait libéré une énergie émotionnelle qu'elle avait oublié posséder. Patricia dit qu'il acceptera probablement l'accord de plaidoyer, lui ai-je dit. Tant mieux. Un procès signifierait témoigner, tout revivre. Je préférerais aller de l'avant plutôt que de passer des mois à regarder en arrière. Es-tu sûr que ça va? C'est beaucoup à digérer. Jade s'est arrêtée, un biberon à moitié préparé, et m'a regardé avec des yeux clairs. Luna, pendant 8 ans, j'ai vécu avec quelqu'un qui me mentait quotidiennement, qui a volé mon identité, contrôlé mes amitiés et m'a fait douter de mon propre jugement sur tout, des finances à la réalité elle-même. Son arrestation ne ressemble pas à une tragédie. Elle ressemble à une validation que je n'étais pas folle de penser que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle a repris la préparation des biberons, sa voix prenant une force que je n'avais pas entendue depuis notre adolescence. Hugo a passé des années à me convaincre que j'avais besoin de lui pour survivre, que j'étais trop naïve, trop émotive, trop dépendante pour prendre de bonnes décisions par moi-même. Mais regarde-moi maintenant. Je l'ai quitté, j'ai protégé mon fils, j'ai trouvé une aide juridique et j'ai commencé à reconstruire ma vie à partir de zéro. Il s'avère que j'étais plus forte qu'il ne m'en avait jamais crédité. Plus forte qu'il ne voulait que tu crois l'être, ai-je corrigé. Exactement. Et Noah va grandir en connaissant sa propre force, pas en la remettant en question parce que quelqu'un d'autre a besoin de se sentir puissant. Plus tard dans la nuit, alors que je regardais Jade s'occuper avec confiance de la tétée tardive de Noah, j'ai réalisé que quelque chose de profond avait changé. Elle ne survivait pas seulement sans Hugo.
Elle s'épanouissait. Et Hugo était sur le point d'apprendre que le contrôle qu'il pensait être sa plus grande force avait en fait été sa faiblesse la plus dévastatrice. L'appel de ma mère est arrivé un jeudi matin, 6 semaines après l'arrestation d'Hugo, juste au moment où Jade et moi planifions le premier Thanksgiving de Noah dans notre nouvelle vie. Luna, il faut qu'on parle. La voix de maman avait ce ton particulier qu'elle utilisait lorsque les apparences familiales étaient en jeu. À propos de quoi? À propos de cette situation avec ton frère. La façon dont tu as tout géré. C'est allé trop loin. J'ai failli rire. Après 8 ans où Hugo m'avait exclu des événements familiaux, manipulé sa femme et volé de l'argent à de multiples victimes, ma mère s'inquiétait que j'ai laissé les choses aller trop loin. Quelle partie est allée trop loin, maman? La partie où j'ai refusé de payer des factures que je n'avais pas acceptées, ou la partie où j'ai aidé Jade à échapper à des abus financiers? Hugo a fait des erreurs. Mais la famille n'abandonne pas la famille dans les moments difficiles. Il a besoin de soutien en ce moment, pas de jugement. Il a besoin de rendre des comptes. Il y a une différence. Luna, il nous appelle de prison. Il est sincèrement plein de remords pour son problème de jeu. Il veut faire amende honorable, mais tu as monté tout le monde contre lui. C'était la dysfonction familiale à l'état pur. L'agresseur devient la victime dès que les conséquences arrivent. Maman, Hugo a commis une usurpation d'identité et une fraude, plusieurs crimes graves. Il n'a pas fait d'erreur. Il a fait des choix criminels qui ont blessé des gens. La prison va complètement ruiner sa vie. Sa carrière, sa réputation, sa relation avec son fils, tout est parti. En quoi est-ce que ça aide quelqu'un? Ça protège les futures victimes de son comportement. Ça montre à Noah que les actions ont des conséquences. Et ça apprend à Jade qu'elle mérite mieux que d'être l'otage émotionnel et financier de quelqu'un. Jade a toujours été dramatique. Le mariage, c'est du travail, et toutes les femmes ne s'enfuient pas à la première difficulté. J'ai senti la colère monter dans ma poitrine. Notre mère minimisait des années d'abus en les qualifiant de difficultés conjugales. Rejetant le courage de Jade comme du drame. S'enfuir? Maman, elle a quitté un homme qui a volé son identité et a joué leur avenir tout en la manipulant émotionnellement pour l'isoler. Ce n'est pas fuir la difficulté. C'est échapper au danger. Je pense que tu lui as rempli la tête de bêtises féministes sur l'indépendance et l'autosuffisance. Certaines femmes ont besoin d'être guidées, Luna. Tous les mariages ne fonctionnent pas de la même manière que le tien. Et voilà. L'hypothèse sous-jacente qui avait façonné la vision des relations de ma famille pendant des générations. Certains dirigent, d'autres suivent. Certains prennent des décisions, d'autres s'y conforment. Hugo n'était pas abusif. Il était simplement masculin d'une manière qui exigeait une soumission féminine. Jade n'a pas besoin d'être guidée, maman. Elle a besoin de respect. Elle a besoin d'un partenaire qui la traite comme une égale, pas comme une subordonnée. Eh bien, maintenant elle n'a rien. Pas de mari, pas de sécurité financière, pas de foyer stable pour son bébé. En quoi est-ce mieux? Elle a sa liberté, sa dignité et le respect de son fils quand il sera assez grand pour comprendre qu'elle a choisi sa sécurité plutôt que des mensonges pratiques. Ma mère a soupiré, comme elle l'avait toujours fait lorsque mes réponses ne correspondaient pas à ses attentes. Ton père pense que nous devrions organiser une intervention. Rassembler toute la famille pour discuter de la manière d'aider Hugo à reconstruire sa vie quand il sortira de prison. Une intervention pourquoi? Il a déjà avoué sa culpabilité et accepté sa sentence. L'intervention dont il avait besoin, c'était il y a 8 ans quand son jeu a commencé, mais tout le monde était trop occupé à cautionner son comportement pour y remédier. Luna, c'est ton frère. C'est aussi un criminel condamné qui a passé des années à abuser de sa femme et à voler de multiples victimes. Être sa parente n'annule pas ses faits. Alors c'est tout. Tu l'aurais de ta vie pour toujours. J'ai regardé de l'autre côté de ma cuisine où Jade préparait le petit déjeuner pendant que Noah jouait joyeusement dans son transat. Ils avaient tous les deux l'air détendus, en sécurité, sincèrement heureux pour la première fois depuis que je les connaissais. Je ne l'aurai pas de ma vie, maman. Je refuse de participer à la tradition familiale de faire de ses problèmes la responsabilité de tout le monde. Si Hugo veut la rédemption, il peut la gagner par ses propres efforts, pas par la manipulation émotionnelle de personnes qu'il a déjà blessées. Et le pardon? Et les secondes chances? Et la responsabilité? Et le fait d'apprendre des conséquences au lieu d'en être sauvé?
Après avoir raccroché, Jade m'a regardé avec les sourcils levés. Pression familiale, comme d'habitude. Hugo est la victime maintenant parce que la prison est dure et que ses choix l'ont finalement rattrapé. Ça va? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Il y a un mois, décevoir ma famille m'aurait plongé dans des jours de culpabilité et de doute. Aujourd'hui, cela ressemblait à maintenir des limites saines. En fait, oui, ça va. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je prends des décisions basées sur mes valeurs plutôt que sur les attentes familiales. Quelles sont tes valeurs? Que les gens doivent faire face aux conséquences de leurs choix. Que les victimes méritent du soutien, pas du jugement. Que l'amour sans respect n'est pas vraiment de l'amour. Jade a souri, sortant Noah de son transat pour l'installer dans sa chaise haute. On dirait de bonnes valeurs pour construire une famille. C'est ce qu'on fait? Construire une famille, n'est-ce pas? Elle a fait un geste vers la cuisine où les biberons de Noah partageaient l'espace avec ma cafetière, où les livres pour enfants côtoyaient mes magazines d'affaires. Nous sommes deux adultes qui s'aiment platoniquement, élevant un bébé ensemble, soutenant les rêves de l'autre. Si ce n'est pas ça, la famille, qu'est-ce que c'est? Elle avait raison. Au cours des 2 derniers mois, nous avions créé quelque chose que ni l'une ni l'autre n'avions connu dans nos familles d'origine. Un soutien inconditionnel sans condition, un amour sans contrôle, une loyauté sans cautionner la dysfonction. Est-ce que ça te fait peur? Ai-je demandé. De construire quelque chose de différent de ce avec quoi nous avons grandi. Ça me terrifie, a admis Jade. Mais pas autant que de rester piégé dans des schémas qui n'ont jamais fonctionné. Cet après-midi-là, j'ai reçu un texto d'Hugo. Sa première communication directe depuis l'arrestation. Luna, je sais que j'ai merdé. Quand je sortirai, je veux arranger les choses. S'il te plaît, ne monte pas mon fils contre moi. J'ai montré le message à Jade, qu'il a lu avec l'expression lasse de quelqu'un qui avait décortiqué le langage manipulateur d'Hugo pendant des années. Remarque comment il te demande de ne pas monter Noah contre lui au lieu de reconnaître que ses propres choix pourraient accomplir cet objectif. Déviation classique. C'est de mon influence potentielle qu'il s'inquiète, pas de son comportement réel. Exactement. Certaines personnes changent en prison, mais la plupart deviennent simplement meilleures pour gérer leur image. J'ai supprimé le message d'Hugo sans répondre. Parce que la meilleure vengeance contre quelqu'un qui a essayé de contrôler votre vie n'est pas une punition élaborée. C'est le simple acte d'avancer sans eux. 1 an plus tard, je me tenais dans la cuisine de notre nouvelle maison. Oui, notre maison. Parce que Jade, Noah et moi étions officiellement devenus une unité familiale qui déconcertait les agents immobiliers, mais qui fonctionnait parfaitement pour nous. Mon téléphone a sonné avec un appel qui ressemblait au dernier chapitre d'une vieille histoire. Hugo avait été libéré après avoir purgé 18 mois de sa peine de 2 ans. Libération anticipée pour bonne conduite, selon la mise à jour soigneusement neutre de ma mère 3 jours plus tôt. Luna, c'est Hugo. Sa voix semblait différente, plus petite. Le ton autoritaire qui avait dominé chaque conversation pendant 30 ans avait disparu, remplacé par quelque chose qui aurait pu être une humilité sincère. Salut, Hugo. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais je devais appeler pour m'excuser. Vraiment m'excuser, pas juste dire des mots parce que quelqu'un m'a dit de le faire. J'ai regardé de l'autre côté de la cuisine où Jade aidait Noah, 16 mois, à empiler des blocs. Tous deux riant lorsque la tour s'effondrait inévitablement. Dans les années qui ont suivi l'arrestation d'Hugo, Noah avait appris à marcher, à dire « maman » et « Tati Luna » et à dormir toute la nuit. Il n'avait aucun souvenir de son père, aucune anxiété quant aux pièces manquantes de sa structure familiale. Je t'écoute, ai-je dit à Hugo. J'ai détruit tout ce qui était bon dans ma vie parce que je ne pouvais pas admettre que j'avais un problème. Le jeu, le mensonge, la façon dont je vous ai traité, toi et Jade. Je me suis convaincu que contrôler tout ce qui m'entourait contrôlerait d'une manière ou d'une autre le chaos dans ma tête. C'était plus de conscience de soi que je n'en avais entendu de la part d'Hugo en des décennies. La prison m'a donné le temps de réfléchir sans distraction. Pas de téléphone, pas d'application de pari, aucune possibilité de fuir ce que j'avais fait. J'ai dû faire face au fait que j'avais abusé émotionnellement de ma femme, volé son identité, aliéné ma sœur et traumatisé tous ceux qui essayaient de m'aimer. Qu'est-ce que tu attends de moi, Hugo? Rien. Je n'appelle pas pour demander de l'argent, le pardon ou une relation avec Noah que je n'ai pas mérité. J'appelle parce que tu méritais des excuses il y a des années, et j'étais trop fier et effrayé pour te les présenter.
Je me suis assise à notre table de cuisine, digérant cette version de mon frère qui ressemblait à un véritable adulte assumant la responsabilité de ses choix. J'ai passé 18 mois en thérapie, Luna. De la vraie thérapie, pas seulement des cours de gestion de la colère pour satisfaire le tribunal. J'ai appris sur l'addiction, sur le contrôle, sur la façon dont j'utilisais les émotions des autres pour éviter de gérer mes propres problèmes. Et j'ai réalisé que chaque fois que je te disais que tu étais dramatique ou trop sensible ou une mauvaise influence, je disais en réalité que ton indépendance menaçait mon besoin d'être la personne la plus importante dans la vie de tout le monde. Cette prise de conscience était si précise qu'elle en était presque surprenante. J'étais jaloux de toi, a-t-il continué. Pas de ton argent ou de ton succès, mais de ta capacité à être heureux sans avoir besoin d'une validation constante des autres. Tu as construit une vie basée sur tes propres valeurs au lieu d'essayer de contrôler les choix de tout le monde. Hugo, je ne te demande pas de me pardonner ou de me laisser revenir dans ta vie. J'avais juste besoin que tu saches que je comprends enfin la différence entre des excuses et une excuse. Et que tout ce qui est arrivé à mon mariage, ma relation avec Noah, mes accusations criminelles, tout cela était la conséquence de mon propre comportement, pas des choix de quelqu'un d'autre. Après avoir raccroché, je suis restée assise tranquillement pendant plusieurs minutes, absorbant cette conversation avec une version de mon frère que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Jade a levé les yeux du salon où elle lisait une histoire à Noah. Comment c'était? Étonnamment sincère, comme s'il pouvait réellement comprendre ce qu'il a fait de mal au lieu d'être simplement désolé de s'être fait prendre. Est-ce que ça change quelque chose pour toi? J'ai attentivement réfléchi à la question. La croissance apparente d'Hugo changeait-elle mes sentiments sur les 8 dernières années? Sa prise de responsabilité modifiait-elle ma décision de construire une vie qui ne l'incluait pas? Non, ai-je dit finalement. Je suis contente qu'il se fasse aider et qu'il assume ses responsabilités. Mais la reconnaissance des dommages passés ne crée pas automatiquement une confiance future. Et s'il veut rencontrer Noah un jour? Alors il devra prouver par des actions constantes dans le temps qu'il est capable de mettre les besoins de Noah avant son propre ego. Les mots sont un début, mais ce ne sont qu'un début. Ce soir-là, alors que je regardais Jade aider Noah avec sa routine du coucher, le rythme domestique confortable que nous avions développé au fil des mois de parentalité partagée, j'ai réalisé quelque chose de profond sur la différence entre le pardon et la confiance. Je pouvais pardonner à Hugo les années de manipulation, l'humiliation à l'hôpital, les manigances financières qui avaient blessé sa propre femme. Le pardon consistait à libérer ma propre colère, pas à restaurer notre relation à un état antérieur. Mais la confiance se gagnait par la constance dans le temps. La confiance se démontrait par des actions qui priorisaient le bien-être des autres par rapport à la commodité personnelle. Hugo avait passé un appel téléphonique à s'excuser pour 30 ans de comportement égocentrique. Ses excuses comptaient, mais elles n'effaçaient pas la nécessité pour lui de prouver par un effort soutenu qu'il avait réellement changé plutôt que d'avoir simplement appris un meilleur langage pour gérer son image. Pendant ce temps, Jade avait terminé son diplôme d'enseignante grâce à des cours en ligne tout en élevant Noah. Elle avait commencé à travailler à temps partiel dans une école primaire locale et était déjà reconnue pour ses approches innovantes pour aider les enfants issus de situations familiales difficiles. Noah s'épanouissait dans un foyer où l'amour signifiait l'encouragement plutôt que le contrôle, où les adultes de sa vie modélisaient une communication saine au lieu de tactiques de manipulation. Et moi, j'avais appris que la famille dans laquelle on est n'a pas à définir la famille que l'on crée. Parfois, le plus grand acte d'amour est de refuser de cautionner la dysfonction, même lorsque ce refus ressemble à de l'abandon pour les personnes qui profitent de votre conformité. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de trouver sa force dans des situations impossibles. Votre engagement aide d'autres personnes à trouver ces histoires quand elles ont besoin d'entendre que s'éloigner des dynamiques familiales toxiques, ce n'est pas abandonner, c'est se choisir soi-même. Hugo pensait que sa plus grande punition serait de perdre le contrôle sur sa femme et son fils. La vérité était plus complexe. Sa plus grande perte a été de réaliser que le contrôle qu'il s'était si ardemment battu pour maintenir n'avait jamais été de l'amour véritable. Et sa plus grande rédemption potentielle ne viendrait pas du fait d'être réintégré dans nos vies, mais d'apprendre à aimer les gens autour de lui sans avoir besoin de les posséder. Reste à voir s'il était capable de ce genre d'amour. Mais Noah grandirait en connaissant la différence entre l'amour et la possession, le soutien et le contrôle, la famille et la propriété. Et cette connaissance le protégerait de jamais accepter moins que ce qu'il méritait de quiconque prétendait l'aimer.